Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci d'être parmi nous ce soir pour cette deuxième webconférence qui est dédiée à l'impact du Covid-19 sur le cancer, à la fois médical mais bien évidemment de manière beaucoup plus générale. Nous sommes très contents pour ceux qui nous ont fait le plaisir d'assister à la première webconférence. Et oui, c'est la seconde webconférence, donc mercredi, vous étiez déjà nombreux et aujourd'hui, vous êtes à nouveau très nombreux à être parmi nous. Alors, je vois déjà certains d'entre vous utiliser le chat. Alors, comment utiliser ce chat? Eh bien, vous le voyez, vous avez à la droite de votre écran deux boutons. Eh bien, ces deux boutons vont vous être utiles. Ils vont vous être utiles à nous dire bonjour comme vous le faites, mais auparavant, et je vois que vous êtes très nombreux à le faire, je vais simplement préciser à nouveau que cette webconférence peut se tenir eh grâce à un partenariat étroit entre Patients en Réseau, Odyssea, Irial et Dibois Santé. Alors, quelques éléments techniques. Vous nous dites bonjour et nous vous en remercions de toutes les régions de France et même de l'étranger. Et donc, vous pouvez utiliser ce chat, s'il vous plaît, exclusivement pour poster vos commentaires, vos réactions. Il est fait pour ça, n'hésitez pas. Par contre, si vous voulez bien utiliser exclusivement l'onglet qui est à droite du chat, c'est l'onglet questions, pour poser vos questions à nos intervenants et ces intervenants vont bientôt vous être présentés. Donc, pour simplifier, à gauche, le chat et à droite, questions. Le chat pour les commentaires, les avis, les aspects personnels et à droite, les questions pour interagir avec les intervenants. Et nous avons un grand plaisir parmi les intervenants, c'est d'avoir quelques petits secrets qui vous seront expliqués tout à l'heure, puisque parmi les intervenants, il y a aussi une personne qui répondra à vos questions, mais je n'anticipe pas sur ce que nous allons dire dans quelques instants. Voilà. Alors, un point d'attention qui est très important puisque nos intervenants sont là pour des recommandations d'ordre général et en aucun cas, bien sûr, pour traiter des cas particuliers. Et nous vous invitons, bien sûr, pour ce qui concerne des cas médicaux particuliers, de vous rapprocher de vos équipes médicales. Voilà. Pour aller plus loin, c'est Oriane qui va vous présenter les différents intervenants. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Je vois que nous sommes de plus en plus nombreux. J'entends les clics et je vois mon compteur tourner. Donc, nous recevons aujourd'hui un ancien patient, Mathias Malzieu, une oncopsychologue, Karen, qui était déjà présente la semaine dernière, une oncologue, Laurence Albigès, et une virologue, Hélène Perret, qui était là la semaine dernière et qui nous rejoindra un peu plus tard. Avant de commencer, je voudrais particulièrement les remercier parce que malgré la période qu'on connaît tous, le soin qu'ils apportent aux patients en cette période ou leur projet personnel, pour les avoir eus au téléphone, ils ont répondu en 1 minute à notre sollicitation pour être auprès de vous, patients et aidants. Et donc, c'est encore un magnifique élan de solidarité pour tous qui nous ont prouvé cette fois encore. Donc, vraiment, au nom de tous les organisateurs, nous tenions à les remercier très, très chaleureusement. Donc, aujourd'hui, le thème de la webconférence, parce que ça avait été une demande importante de votre part, était de vous répondre à la question comment vous aider à mieux vivre ce confinement. Et pour ça, nous accueillons un duo qui est composé de Mathias Malzieu et de Karen Kreiter, donc sur ce thème. Alors, avant de commencer, on va vous poser une petite question qui est, avant de commencer cette webconférence, quel est votre niveau d'anxiété entre 0 et 10? Alors, ce niveau d'anxiété, vous le notez sur un petit morceau de papier. Après la webconférence, vous aurez un questionnaire de satisfaction et donc on vous posera cette question avant et après pour voir les bénéfices de cette webconférence et comment on peut encore s'améliorer pour vous aider à mieux gérer cette période de confinement. Donc, Mathias, nous allons commencer par Mathias. Donc, Mathias est extrêmement connu. Il est le chanteur du groupe mythique Dionysos.
Il est également écrivain, réalisateur. Et Mathias est un ancien patient qui donc a vécu une période de confinement dont il va vous parler. Et je vais lui poser quelques questions. Il a accepté avec vraiment beaucoup de solidarité de répondre et de venir partager avec vous et avec nous son vécu. Donc Mathias, comme je vous le disais, il y a beaucoup de questions de patients qui nous disent qu'ils ont du mal à se projeter sur l'après-maladie. Vous avez déjà vécu, de par votre maladie brutale, il y a quelques années, l'incertitude, la brutalité des choses qui se mettent entre parenthèses. On sait qu'à cette époque, vous étiez en train de sortir un film. Cette situation de confinement, même si elle s'est réalisée dans un contexte différent, vous a été imposée rapidement, comme ce qu'on a vécu finalement tous en France. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu les choses à ce moment-là et ce que vous en avez retiré? Bonjour tout le monde. Déjà, haut les cœurs, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je crois qu'il y a des choses joyeuses à aller attraper là-dedans. C'est-à-dire que dans ce confinement, et je parle du confinement actuel auquel on est tous un petit peu obligés, comme d'un confinement d'hôpital un petit peu plus individualisé, on peut faire en fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est-à-dire que ne serait-ce que même quand on est, pour ma part, humblement, quand j'étais hospitalisé, donc 11 semaines en chambre stérile, donc avec des fils, des choses, très peu de liberté, en fait, ça a libéré de la place pour mon imagination et pour lire, pour écrire et pour faire d'autres choses, pour se retourner vers son intériorité. Et il y a une technique que j'ai trouvée excellente et qui m'avait été suggérée par mon hématologue, le professeur Régis Peffot de la Tour, que j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé l'âme d'un coach chez cet homme extraordinaire. Il m'a dit qu'il faut fonctionner en fait comme un himalayiste quand on est en période de confinement. C'est-à-dire que les himalayistes, s'ils visent tout de suite le sommet, c'est pour répondre à votre question par rapport à l'après-maladie, en fait, tout devient difficile, tout devient immense. Et chacun a son Himalaya. Ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être. Chacun, on a tout le temps des histoires à combattre dans une vie. Mais surtout, en fait, il faut séquencer. C'est-à-dire qu'il faut faire petit pas par petit pas. Chaque jour suffit à sa joie, chaque jour suffit à sa peine, petit pas par petit pas. Comme si on avait un énorme gâteau à manger. Et des fois, en plus, il n'est pas forcément de notre goût. Et ben, du coup, il faut le découper en petites parts, en toutes petites parts. Et chaque jour, déjà, le fait d'arriver à manger un petit peu quelque chose, d'avancer, et puis voilà, les événements font que des fois on doit reculer, donc il faut garder le moral, recommencer. La vie, en fait, que ce soit le processus créatif ou la vie d'une manière générale, le combat, c'est un travail d'ébénisterie, il faut toujours recommencer, il faut recommencer. Donc la question, c'est comment on arrive à trouver du plaisir à recommencer dans un moment de confinement où le recommencement peut être un petit peu toujours le même, quoi. Donc pour arriver que ce ne soit pas toujours le même, le seul arpent de liberté, le plus incroyable arpent de liberté, c'est la possibilité d'imagination, à la fois dans le monde des autres, films, livres, disques, ce qu'on veut, et le propre, le sien, c'est-à-dire soit écrire, mais chacun a ses techniques et ses façons, faire du yoga, de la méditation, du sport, ou chacun en fait peut muscler son imagination et son intériorité, et ça c'est le meilleur bouclier contre le temps qui semble ne pas passer. Et surtout, ne jamais se laisser aller à cette horrible expression de tuer le temps. Par pitié, ne tuez pas le temps. Au contraire, ressuscitez-le et amusez-vous du peu, même s'il y a des moments c'est dur et qu'on n'a pas envie de s'amuser. Et tout le monde a le droit d'avoir le blues et des doutes, c'est normal. Mais essayez de voir le vide à moitié plein de temps en temps, parce qu'il y a toujours des choses à aller attraper, des jolies choses. Dans les relations avec les soignants, dans ses proches, il y a toujours quelque chose de possible. Retiens l'Himalaya, ressusciter le temps et la créativité et l'imagination. Donc la deuxième question que j'avais préparée et un peu, c'était quelles étaient les forces incroyables, parce que vous m'en aviez parlé, vous m'aviez dit j'ai trouvé en moi des forces que je ne soupçonnais pas. Donc dans cette situation extrême, qu'est-ce que ça nous oblige à apprendre de nous? Alors la patience, le petit à petit. La patience, la passion. La passion. L'empathie, parce que en fait, il faut faire l'inverse de la victimisation. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on n'est pas bien, et ben, on a envie de se plaindre. Quand on a mal, on vous appuie quelque part,
on va dire aïe. Alors, il y a des moments, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le sortir. Mais ce qui est génial, c'est d'arriver à rendre heureux quelqu'un d'autre. Même quand soi-même on n'est pas bien, en fait, ça crée une dynamique de retour aux jolies choses de la vie. Moi, j'ai un souvenir amusant d'une infirmière qui était venue me faire une transfusion de sang parmi les 150 que j'ai eues. Et qui me disait, bon, évidemment, nom, date de naissance, et puis groupe. Et vous êtes de quel groupe? Alors moi, j'ai dit Dionysos. Alors, parce qu'en plus, je savais qu'elle connaissait mon groupe de rock qui s'appelle Dionysos. Donc, ça l'a fait rire. Ça peut paraître des trucs tout bêtes. Mais en fait, je me rappelle très bien de la sensation que j'ai eue. Le fait d'avoir, moi, fait rire une infirmière, alors que j'étais avec mes trucs de transfusion et tout, en fait, ça me remettait dans la vie. C'est-à-dire que je n'étais pas seulement un malade, j'étais moi-même. Je pouvais être drôle, je pouvais raconter une histoire. Et tout ça, en fait, participait au retour du flux. J'ai trouvé ça très, très important. J'ai eu plein de moments très, très émouvants avec le personnel soignant. Je me rappelle d'une fois où, au milieu de la nuit, une infirmière m'a dit « Monsieur Malzieu, ça va? Vous avez besoin de quelque chose ?» J'avais dit « Ah ouais, j'ai besoin d'un coca et d'un steak frites. » Je rêvais d'un truc comme ça. Et puis, le truc que j'aimerais le plus, c'est des bisous. Et je ne pouvais pas parce que bon, j'étais en chambre stérile, on ne pouvait pas se toucher. C'était un peu comme maintenant, on n'a pas le droit de se toucher les mains, quoi que ce soit, mais de manière beaucoup plus extrême encore. Et cette infirmière avec son aide-soignante sont allés prendre une petite feuille de papier un peu comme on a tous, hein, des feuilles comme ça. Et puis ils ont mis du rouge à lèvres, elles ont embrassé la feuille, elles ont mis bonne nuit, elles m'ont mis ça dans une petite pochette en plastique parce que j'avais pas le droit de toucher le papier. Et en fait, elles l'ont affiché derrière mon lit. Et en fait, du coup, j'ai eu un bisou télépathique comme ça, comme quoi, avec de l'imagination, avec de la créativité, quand on essaye de s'adapter, de trouver des solutions. En fait, c'était encore plus magique que si elles avaient pu me faire un bisou. Après, évidemment, j'ai eu la chance de guérir et de faire des vrais bisous quelques mois plus tard. Mais sur ce moment-là, et je peux vous dire que cette feuille, je l'ai gardée. Ce bisou, je ne l'ai jamais senti physiquement, mais psychologiquement, m'a beaucoup aidé. Je vous entends plus. Vous m'entendez plus? Si, c'est bon. C'est bon? Alors, ça, c'était oui. Avant, et je me rends compte de la force et de ce que ça peut vous apporter comme expérience. Aujourd'hui, du coup, une bonne partie de la France est confinée. Et comment, justement, vous appréhendez le confinement actuel de par votre expérience passée? J'ai de leçons à donner à personne parce que tous les cas sont particuliers tout le temps. On a tous notre passé, notre passif, l'état dans lequel on est. Donc, je ne voudrais surtout pas donner de leçons. Mais par contre, un encouragement à essayer, tant que faire se peut, de relativiser. Moi, j'ai vécu pire. Donc, je me dis, bon, aujourd'hui, je suis en bonne santé, donc je vais profiter de ça. Ok, j'avais un film, j'ai travaillé pendant 4 ans. Le truc, il est tué dans l'œuf. Alors évidemment, sur le coup, c'est un peu dur, mais toujours essayer de se dire, bon, j'ai du temps, et je vais écrire une nouvelle histoire. Par exemple, l'an dernier, j'ai eu la chance extraordinaire. Dans le livre Journal d'un vampire en pyjama, j'avais mis le nom de code de la donneuse, donc de ma maman biologique, qui m'avait sauvé la vie à distance. Le fait est que le livre est sorti en Allemagne. Donc, j'avais laissé le bon code parce que j'avais écrit le livre in situ. La directrice de l'hôpital a trouvé le code. Elle a tapé dans son ordinateur, elle a retrouvé la donneuse m'a envoyé une lettre. Et l'année dernière, j'ai fait un voyage entre Paris et Düsseldorf à vélo pour aller rencontrer cette donneuse, cette maman, et c'était un voyage extraordinaire. Je n'avais pas eu le temps de l'écrire jusque-là. Et là, comme j'ai un petit peu plus de temps, je raconte cette histoire. Et c'est ma façon de continuer aussi mon hommage aux soignants, aux chercheurs, et je dirais même aux trouveurs. Donc, c'est vraiment ça que le message que j'ai envie de dire. Moi, je vous donne un exemple parce qu'on me demande à moi de ma situation personnelle, mais peu importe mon histoire, chacun a la sienne. On a tous une histoire à raconter, à vivre. Et dans ce moment de confinement, peut-être qu'on peut l'explorer un peu et peut-être réfléchir des fois un petit peu sur soi sans prétendre à changer le monde, mais changer déjà peut-être un peu son monde pour la suite, se réjouir d'un changement. Peut-être ce ralentissement, on n'a pas de mal, comme quand on voit un paysage dans le train, ça passe très vite. Puis quand on se promène à vélo, on voit plus de choses. Pourtant, on arrive moins vite à notre objectif, mais sur le chemin, il s'est passé quelque chose. Peut-être le chemin de ce confinement, évidemment, je ne minimise pas la catastrophe que c'est pour énormément de gens et pour les soignants et pour ceux qui sont atteints.
Mais pour, en tout cas, ceux qui sont dans le confinement, même s'ils ont d'autres problèmes de santé, etc., tant qu'on va plutôt bien et qu'on a toujours l'espoir de faire, tout est encore possible. Donc, prenons-le à corps et à cœur, toute cette possibilité d'espoir. J'ai un exemple aussi qui est assez parlant, c'est dans un film de David Lynch. C'était une demoiselle qui partait en fugue et puis elle faisait la rencontre d'un vieux monsieur qui lui disait, vous savez, pour être solide, il prenait des branches comme ça, et les branches, c'était comme si des brindilles d'espoir, et il les cassait toutes. Je peux casser toutes les branches. Mais si je prends toutes ces branches et que j'en fais un fagot, je peux plus casser le fagot. Et ça, c'est la famille. Alors, il y a la famille, notre famille, mais il y a nos familles d'amis, il y a nos familles imaginaires avec les auteurs qu'on peut aimer. Faites des fagots, solidifiez votre espoir. Tout ça est toujours possible. Ce n'est pas juste un message de baba cool, parce que je sais que par moments c'est difficile, mais il y a la possibilité toujours d'essayer de faire des fagots et de se solidifier. Alors, je ne sais pas les autres, mais vous avez l'art quand même de nous donner le sourire. Vous avez commencé en nous disant « haut les cœurs ». Alors là, je pense que, moi, mon cœur et mon sourire sont vraiment au top. Merci beaucoup pour tous vos messages hyper positifs. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, c'est votre ode à la vie, aux équipes soignantes. Vous parlez des infirmières. Donc, je trouve que c'est extrêmement poétique, extrêmement joli. Vous venez d'en parler justement de toute cette équipe soignante et j'avais entendu lors d'une interview, vous disiez « je regretterai jamais l'hôpital, mais je regretterai les gens que j'ai rencontrés à l'hôpital ». Aujourd'hui, ils sont tous sur le pont. Alors, si on avait l'occasion de leur transmettre un message de votre part ou de la part des patients, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire à ces soignants-là qui se battent tous jour et nuit contre le Covid ? Disons que évidemment le courage, mais en fait on n'a pas besoin de le souhaiter parce que en fait ils l'ont. Ne serait-ce que d'être présent, c'est courageux. Donc moi j'ai envie de leur envoyer énormément d'amour en fait parce que le courage ils l'ont. Donc maintenant il faut alimenter ce courage au jour le jour. Il y a les applaudissements, ça peut paraître dérisoire toutes ces choses-là, d'appeler les gens des. Par exemple, j'ai fait une petite chanson là pour une association qui s'appelle Music for Heroes. Donc, il y a plein d'artistes qui font des petites chansons comme ça. Ça peut paraître rien et c'est évidemment dérisoire, mais vous savez, c'est comme quand on a un deuil et qu'il y a des gens qui vous souhaitent un petit peu de courage. On dirait que c'est rien, mais cet assemblage de petits riens peut faire du bien. Donc, moi, je continue de croire que malgré l'extrême difficulté, le fait d'applaudir, le fait de soutenir, etc., c'est important. C'est comme évidemment, comme un cycliste qui est en train de faire le Tour de France. C'est pas parce qu'il y a des gens qui crient dans la rue que tout d'un coup, il va avoir des jambes magiques, mais ça peut l'encourager. Donc, je pense qu'il faut continuer à encourager. Donc, j'encourage à encourager tout le monde pour être solidaire de ceux qui sont effectivement en première ligne. Et pour monter en haut de l'Himalaya petit à petit. Exactement. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier au nom de tout le monde 10 000 fois pour à la fois vos messages, à la fois votre disponibilité. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin, un son de la fin, ce que vous voulez, libre cours à votre créativité, à votre imagination. Déjà, j'ai plein de livres géniaux là. Déjà, je viens de trouver un inédit de Boris Vian, qu'il avait commencé. Ouais, ça, c'est un beau truc sur la résilience, ce livre. C'est un livre qu'il a commencé, qu'il n'a jamais terminé. Et ils ont retrouvé les 4 premiers chapitres et ils se sont mis à plusieurs auteurs pour essayer de le terminer dans le style de Boris Vian. Du coup, ça fait un inédit fantôme de Boris Vian. C'est assez génial. Ça s'appelle On n'y échappe pas. C'est assez fabuleux. Et puis, voilà, moi, j'ai eu un petit cadeau juste avant le confinement. C'est mon dernier cadeau d'avant le confinement. C'est un petit kalimba, ou piano à pouce, c'est un petit instrument africain, très rigolo. Je ne sais pas comment on peut le voir là. En jouant comme ça, je vais jouer très mal, mais c'est pas grave. C'est la première fois de ma vie que je joue du kalimba devant 450 personnes télépathiquement. J'espère que ça vous a plu ce petit son et je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Merci. Karen, merci à vous. Oui, eh bien, bonsoir à tous. Merci à Mathias pour ce témoignage très, très humain, en fait, qui nous touche et qui nous ramène probablement à l'essentiel de ces expériences difficiles.
le fait de les vivre ensemble et dans une humanité partagée. Alors, votre témoignage, en fait, pour moi, il est très complet sur les questions qu'on peut se poser par rapport à cette période du confinement qu'on traverse en plus avec la vulnérabilité de la maladie. D'abord, parce qu'on mesure aussi dans ce que vous dites l'impact d'une telle épreuve sur la vie, sur l'équilibre psychologique et le cours de la vie. Donc, c'est un événement à la fois la maladie, mais aussi cette période de crise sanitaire qui vient violemment en fait ébranler nos trajectoires. Je retiens aussi dans votre témoignage la question des ressources, c'est-à-dire on a des ressources et comment on les mobilise, ces ressources, pour vivre cette épreuve et pour la dépasser. Et puis, pour aller plus loin, puisqu'on se projette en plus dans l'après, puisque vous avez eu cette expérience et vous avez pu même aujourd'hui parler des fruits que cette expérience vous a permis de produire, de créer. Et c'est cette question de la résilience, vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette épreuve? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait puisqu'on doit la vivre? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors moi, il y a quelques points que j'avais envie d'évoquer avec vous. D'abord, la question de l'anxiété, puisque c'est quand même un peu le fond de la démarche de ce soir, c'est-à-dire comment gérer l'anxiété, si tant est qu'on puisse gérer l'anxiété. Mais bon, l'anxiété, d'abord, il faut bien comprendre qu'elle est absolument normale dans une période comme celle-ci. Elle est normale quand on traverse la maladie. Elle est normale quand on traverse une épreuve collective intense dans laquelle on est en ce moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il faudrait qu'on aille tous très bien tout le temps. Et vous l'avez bien dit, c'est normal de ne pas aller bien à certains moments. Là où ça devient problématique, et ça j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec certains d'entre vous, c'est quand cette anxiété, elle vous déborde, que vous êtes dans une angoisse avec des comportements irrationnels et que vous êtes dans des peurs anticipatoires. En fait, vous vous faites un film d'anticipation dans votre tête où en fait vous imaginez tous les pires scénarios, alors même que vous êtes en sécurité. Là, effectivement, on est dans un état qui est extrêmement difficile à vivre pour nous et pour les proches. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, vous avez parlé des ressources que vous avez trouvées en vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre cette anxiété? Alors déjà, cette anxiété, on la partage collectivement, mais quand on est malade, quand on a traversé la maladie ou qu'on est en train de traverser la maladie, en fait, il y a un effet un peu, on va dire, multiplicateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tumeur et le Covid, finalement, ils ont pas mal de points en commun. D'abord, la question du pourquoi. Pourquoi ça arrive? Donc ça, c'est vrai que ça nous évoque un peu ces questionnements, mais quel sens ça a que ça arrive, ça, et pourquoi ça nous arrive? Il y a la question du choc, l'annonce. On nous dit à un moment donné, c'est la guerre. On nous dit à un moment donné, on ne peut plus sortir de chez nous. Donc effectivement, il y a un choc psychologique, un peu comme quand on nous annonce le diagnostic d'un cancer au niveau individuel. Et là, d'un seul coup, la vie bascule. C'est exactement ce qui se passe collectivement. Notre vie est en train de basculer et on ne sait pas trop où elle va. Effectivement, on a affaire à un ennemi. Enfin, on le voit un peu comme un ennemi invisible. Là aussi, la tumeur et le Covid, souvent, c'est un ennemi qu'on a du mal à identifier. Souvent, on est asymptomatique. On nous dit qu'on a un cancer, mais nous, on se sent bien, on ne se sent pas malade. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un virus, qu'il est dangereux, qu'il faut prendre des mesures, mais c'est très abstrait en réalité. C'est aussi ça qui nous fait peur. C'est qu'on ne le voit pas clairement, cet ennemi. On nous en parle, mais bon, nous, en fait, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment on peut l'attraper, en tout cas, on ne le voit pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi comparable. Et puis, la perte de contrôle, elle est considérable. Nous, dans nos sociétés, on adore tout contrôler, mais là, on ne contrôle plus. On ne contrôle plus. À aucun niveau, on contrôle, même au niveau politique, au niveau économique. On perd complètement le contrôle. Ça, c'est quelque chose d'angoissant. Bien sûr que ça nourrit l'anxiété. On est tellement habitué à tout contrôler. Et puis, on a peur. Mais de quoi on a peur? Humainement, c'est une peur qu'on partage. On a peur de mourir. Bien sûr, on nous annonce un diagnostic d'une maladie grave. On nous annonce un virus qui tue certaines personnes. Ben oui, on a peur de mourir et ça, c'est quelque chose qu'on partage un peu tous dans notre humanité. Évidemment, dans des contextes comme ça, c'est des choses qui deviennent beaucoup plus présentes et beaucoup plus sensibles. Si en plus, vous avez eu l'annonce d'un diagnostic de cancer et qu'il faut encore vivre une épreuve comme aujourd'hui avec le coronavirus et les risques que vous entendez constamment et ce bain anxiogène, effectivement, ça vient encore renforcer ce sentiment d'anxiété. Il y a la question, que ce soit pour la tumeur ou le Covid, de l'acceptation.
de l'acceptation de quoi? Des contraintes et des traitements. C'est-à-dire, à un moment donné, je mets mes mains, je perds le contrôle, je mets mon intégrité dans les mains de professionnels. Moi, je leur fais confiance. En tout cas, bon, c'est un peu le meilleur choix. Hein. J'essaie de leur faire confiance et j'ai raison de leur faire confiance, même si ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et là, je dois accepter des choses. Je dois accepter un confinement. C'est vrai pour vous, Mathias. C'est vrai aujourd'hui par rapport au confinement, par rapport à la crise sanitaire. Je dois accepter des contraintes, ne pas avoir la liberté que j'avais habituellement, ne pas accéder à la société, aux relations sociales, à l'affection même, aux liens qui sont essentiels pour moi. Je suis obligée d'accepter des choses difficiles. On voit que le confinement, là, beaucoup d'entre vous, le confinement, vous l'avez déjà vécu avant cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patients, moi, que je continue à suivre à distance, qui me disent, finalement, j'ai l'impression que j'étais en pré-confinement. Parce qu'une fois qu'on m'a annoncé mon cancer et que il faut que je subisse des traitements, des effets secondaires importants, je ne peux plus sortir comme avant, je ne peux plus avoir la même vie sociale, je peux plus travailler comme avant. Finalement, les gens me disent, j'ai l'impression que j'étais déjà confinée quelque part. Hein. Donc, effectivement, il y a une continuité entre cette expérience de la maladie et du cancer et le Covid. Les projets sont suspendus, remis en question. Qu'est-ce qu'on va faire et quand? L'incertitude, vous l'avez bien dit, Mathias, c'est un des sentiments les plus difficiles à supporter, l'incertitude. Et on est obligé, quand on a le cancer, de vivre avec un niveau d'incertitude très important. Alors, pas parce qu'on est vraiment différent des autres êtres humains qui sont eux-mêmes très fragiles, juste on en a plus conscience que les autres qu'on l'est fragile. Donc, cette incertitude, elle est difficile. Alors, pour toutes ces raisons-là, effectivement, cette expérience du coronavirus nous renvoie aussi à l'expérience de la maladie. Alors, on a pourtant des ressources pour y faire face, et vous l'avez très, très bien décrit. On a des capacités d'adaptation. Vous l'avez sûrement senti vous-même, entre le moment où on a commencé à être confiné et maintenant, beaucoup d'entre vous, je ne dis pas qu'ils se sentent très bien, mais souvent, ils sont moins angoissés, parce qu'évidemment, on s'adapte. Heureusement, l'humanité a beaucoup de ressources et de capacités d'adaptation. Alors, on s'adapte, on peut être créatif, on peut faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On a aussi son entourage, on a les professionnels de santé, on a les initiatives comme celle de ce soir qui peuvent être aidantes. Hein. On a en fait un certain nombre de ressources personnelles et dans notre entourage qui vont nous aider à dépasser cette épreuve. Il y a aussi la spiritualité, il y a des tas de dimensions qui peuvent nous aider. Et là, vous avez raison, Mathias, une des choses les plus efficaces pour gérer son anxiété et trouver les ressources, c'est s'occuper des autres. Bien sûr que les professionnels de santé, en ce moment, qui sont en première ligne, ils pourraient être débordés par l'angoisse, ils pourraient partir en courant. Ils sont beaucoup moins en sécurité que nous, en réalité. Mais pourtant, le fait de se sentir la mission de s'occuper des autres leur permet de trouver la force de dépasser l'angoisse qu'eux-mêmes ressentent. Et évidemment, à chaque fois que vous partagerez avec les autres, à chaque fois que vous les aiderez, à chaque fois que vous les écouterez, à chaque fois que vous serez une ressource pour eux, même en étant malade, ça vous renforcera. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des patients qui sont en train de coudre des masques. Alors, il y a des masques homologués en tissu. J'ai eu quelques éléments techniques de mes patients. Et donc, ceux qui ont des machines à coudre sont en train de faire des masques pour l'après-confinement, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui peut à la fois nous occuper, parce que l'activité, on va dire, manuelle, c'est quelque chose aussi qui calme l'anxiété assez bien, mais aussi de porter une mission à notre petit niveau, de ne pas se sentir inutile. Ça, c'est des choses qui peuvent nous aider. Qu'est-ce qui peut nous aider aussi à gérer cette anxiété? J'ai envie de dire la confiance en nous, la confiance en les professionnels de santé, la confiance en l'humanité, pas toujours évident de la conserver, c'est vrai. Le lâcher prise, oui, à un moment donné, je ne contrôle pas, je ne sais pas, j'accepte. Et au moment où on a accepté qu'on ne contrôlait pas, on peut aussi ressentir un profond soulagement. Parce que de devoir toujours tout contrôler, c'est épuisant. Donc, quand on a accepté de lâcher prise, parfois, on se sent bien. On se dit, mais en fait, je n'ai rien à faire, en fait. Je n'y peux rien. Mais c'est bien quelque part, en fait, que je n'y puisse rien, en fait. On n'exige rien de moi, à part le vivre le mieux possible et faire confiance. Et puis, évidemment, je l'évoque parfois dans des cas vraiment aigus d'une angoisse profonde, quotidienne. Je vous engage à aller aussi avec votre médecin traitant notamment, parce que vous pourriez avoir besoin de manière temporaire d'une petite aide médicamenteuse. Je sais que la plupart des patients sont relativement réticents, mais je veux le dire quand même, il ne faut pas avoir peur de ça. Dans certaines situations particulières, ça peut aider. Et puis après, vous l'avez dit, Mathias, la relaxation, toute la méditation, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider.
Les associations sont des ressources et des recours, appelez-les. Hein, ça, c'est très important. Le soutien psychologique, hein, il y a aussi des initiatives où on peut le faire à distance. Voilà, il y a des ressources qui existent pour nous, par nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Mais là où je vous rejoins aussi, Mathias, c'est dans le renouveau que porte cette crise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute crise produit du nouveau. Et les grands changements, qu'ils soient individuels ou collectifs, commencent souvent par une crise considérable, par un moment de déstabilisation profond. Et c'est là, en fait, la force de la crise, c'est qu'elle a le pouvoir de changer ce que rien d'autre ne change, par son intensité, par la perte des repères qu'elle impose, par le doute, le flottement dans lequel elle nous met et qui nous pousse à être créatifs et à chercher dans des voies qu'on n'avait pas explorées. Souvent, on ne change que parce qu'on est contraint de changer. La résistance au changement, c'est quelque chose qui est humainement partagé. Et il faut souvent être obligé de changer pour changer. Donc, c'est vrai que cette crise, même si elle est difficile à vivre, au niveau individuel et au niveau collectif, elle est force de renouveau. Déjà, individuellement, quand on a un cancer, on le sent, ça. Après avoir été débordé, on retrouve son équilibre un petit peu, hein, on commence à se recentrer. Et là, on se pose des questions. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'en sortant de là, de cette épreuve-là, j'ai envie de vivre comme avant? Est-ce que j'ai envie de refaire les mêmes choses? Est-ce que j'ai envie d'être débordé par les mêmes choses? Est-ce que j'ai envie de suivre les mêmes impératifs et les mêmes contraintes? Et ça, c'est vrai que cette question qu'on se pose individuellement quand on traverse cette épreuve de la maladie, aujourd'hui, on a l'occasion de se la poser collectivement. Est-ce qu'on va faire toujours pareil? Est-ce qu'on va faire comme on a fait jusqu'à présent? Mais peut-être que c'est aussi l'occasion du changement, hein, parce qu'on est atteint de manière globale. Donc, c'est vraiment l'occasion du changement. Et donc, cette épreuve, l'épreuve de la maladie et l'épreuve du confinement et de la crise sanitaire actuelle, elle porte cet espoir de changement, cet espoir d'un meilleur, à la fois individuellement pour être plus proche de nos aspirations, de là où on a envie d'être. Et souvent, c'est lié quand même à la relation. Vous avez raison, Mathias. C'est souvent la dimension affective, humaine, relationnelle qui finit par émerger comme, je dirais, la valeur fondamentale pour chacun d'entre nous dans des épreuves comme celle-là. Mais aussi peut-être d'autres choses hein, qui nous sont particulières à chacun et qu'on a l'occasion d'explorer durant ces périodes où on n'a quasiment que ça à faire. Même si se trouver en face de soi-même, ce n'est pas forcément quelque chose de toujours évident, mais essentiel et fondamental. Et donc, je vous encourage à profiter de cette période pour être un peu plus en face de vous-même, avec les autres, bien sûr, mais aussi en face de vous-même, parce que cette société, s'il y a une chose dont elle nous prive la plupart du temps, c'est ça. C'est le fait de ne rien faire, c'est le fait de ne rien produire, c'est le fait de vivre, d'être dans le silence, c'est le fait de ne pas être efficace, de ne pas répondre à des injonctions, juste être là, juste sentir les choses, juste écouter, juste regarder, juste voir comment on se sent, où on a envie d'aller, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et ça, c'est une occasion que vous n'aurez peut-être plus jamais dans votre existence de faire ce travail-là. Donc, pour conclure ce que je voudrais être un échange avec vous le plus possible, j'ai envie de vous dire, face à cette épreuve à la fois de la maladie et de la crise sanitaire, oui, on se sent vulnérable. Et c'est vrai que quelque part, on est fragile. Vous avez raison. On est fragile individuellement et on est fragile collectivement. Mais on est aussi capable. On est aussi compétent. Les épreuves du passé nous ont donné les outils pour pouvoir répondre aujourd'hui aux épreuves qu'on est en train de rencontrer. À chaque fois qu'on doit dépasser quelque chose, qu'on doit monter l'Himalaya, qu'on doit traverser un océan en solitaire, puisqu'il y a aussi la métaphore du navigateur. Un navigateur est intervenu récemment, j'ai trouvé ça passionnant. C'est-à-dire que chaque épreuve va nous donner de nouveaux outils pour être plus capables de dépasser les prochaines et de nous enrichir des prochaines. Et vous avez raison, Mathias, même si on est vulnérable, même si on est patient, on est toujours dans une relation à l'autre où on peut apporter à l'autre, où on peut partager, où on peut lui être nécessaire. Et je pense que c'est très important de continuer à se vivre dans cette relation à l'autre, non comme un être dépendant et vulnérable, même si parfois c'est le cas, mais aussi comme un être compétent que nous sommes. Nous sommes, même fragilisés, compétents.
Voilà, bah, si je peux répondre peut-être à des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour vos présentations. C'est Laure qui parle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Laure. J'ai une première question qui est que finalement, le confinement, pour certaines personnes en soins, ça peut être aussi une période où la charge mentale, elle explose parce qu'on n'est pas forcément seul en confinement. Il y a pas mal de personnes qui sont en famille et actuellement, il faut gérer à la fois, bien sûr, la maladie et comment on la vit soi-même, mais aussi les devoirs des enfants, les occuper, l'organisation de la maison, le ménage, les courses, etc. Et on a pas mal de personnes qui se sentent aussi submergées et qui, alors que la maison pouvait représenter un espace de repos et de travail par rapport à l'épreuve de la maladie, l'épreuve du confinement peut au contraire faire basculer dans une espèce d'hyper-activité et de se sentir finalement dans l'incapacité de faire ce cheminement que vous nous avez proposé. Bah, je peux répondre si vous voulez. Alors, évidemment que notre lieu de vie, qui était a priori notre refuge, est devenu le lieu de tout, hein, et de vie de tout le monde, et tout le temps ensemble. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est le principe de réalité, vous avez raison. Le quotidien, c'est pas forcément de la philosophie, hein. Donc le quotidien, c'est pas évident à gérer en ce moment, surtout quand on est plusieurs, quand il y a des enfants, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer. Il y a un certain nombre de principes que vous pourrez retrouver un peu partout, hein, parce qu'on les connaît en fait. On connaît les contraintes du confinement, surtout collectivement. C'est organisez-vous, c'est-à-dire qu'il y a une certaine routine, qu'il y a un certain nombre de rituels pour que vous ne soyez pas envahi par les choses toute la journée. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas s'imposer à vous. Vous devez les organiser le plus possible. C'est très important d'avoir un endroit refuge qui est interdit à tout le monde. Par exemple, votre chambre, la salle de bain, je ne sais pas, celle que vous préférez. Là, quand vous y êtes, on ne vient pas vous déranger, on ne vient pas vous solliciter. C'est pas grave si les pommes de terre sont pas assez cuites, c'est pas grave si le sweat rouge est encore au sale, c'est pas grave, d'accord? S'il y a une petite panne d'internet. Donc, c'est très important qu'il y ait des règles, que ce soit à l'intérieur de la maison ou que ce soit à l'extérieur, parce que parfois, pour être à peu près tranquille et se ressourcer, il faut sortir, hein, 15 ou 20 minutes marcher. C'est très important qu'il y ait des espaces et des temps pour chacun et qu'ils soient absolument respectés. Et ça, c'est pas être malveillant ou maltraitant avec son entourage que de le faire respecter, sinon vous allez effectivement être dans un épuisement à la fois professionnel et parental, hein, parce que effectivement, on a aussi le boulot à gérer éventuellement. Sortir pour marcher un petit peu 15 minutes, ça veut dire sortir vraiment sans téléphoner à ses amis, sans répondre sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire avoir vraiment un temps, même si c'est de 15 ou 20 minutes, mais un temps pour vous, sans sollicitation, pour faire baisser un peu la pression, en respirant, en observant, en faisant quelque chose d'agréable. Ça, évidemment, c'est important. Passer des relais aussi, hein, que ce soit, c'est bien de tout faire ensemble, mais quand on est dans le confinement, il faut mieux s'organiser pour pas faire forcément les choses toujours ensemble, hein, donc ça c'est important aussi. Mais évidemment, c'est quelque chose de difficile, hein, ça j'ai bien notion que c'est quelque chose de difficile de trouver des espaces. Mais bon, voilà, ces moments et ces espaces qui vous seraient dévolus au moins à quelques moments de la journée de manière protégée, ça me semble essentiel et plutôt assez préventif de l'épuisement. Merci beaucoup. Alors, donc, à contrario, il y a effectivement aussi des personnes qui sont très seules à la maison et qui sont donc très loin de la famille, des proches. Donc, il y a une préoccupation pour les autres, mais aussi un ennui. On peut se morfondre. Donc, comment organiser nos journées quand on est plutôt dans cette situation? Et puis, est-ce que vous avez des conseils quand on se sent le besoin justement d'un soutien d'ordre psychologique, ou est-ce que vous pouvez nous donner des conseils là-dessus, des numéros éventuellement d'appel? Alors, évidemment, quand on est seul, c'est autre chose. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas vraiment de situation idéale dans le cadre du confinement, même si certains sont dans de meilleures conditions que d'autres. Et d'ailleurs, nous, en France, on est plutôt des privilégiés dans le cadre de cette crise sanitaire mondiale. On vit dans des environnements relativement agréables. On a accès à l'alimentation, à l'eau, à l'électricité. On a des professionnels et des lieux de soins au top. Et en général, une compensation quand même matérielle et financière, même si elle n'est pas parfaite, aux conséquences économiques du confinement. Je dirais que de manière collective, on est relativement privilégié, il faut quand même en avoir conscience, par rapport à une bonne partie et la majeure partie de l'humanité face à ce Covid-19.
par rapport aux gens qui sont seuls, moi, j'ai envie de dire que là, ce qui est important, c'est d'organiser les contacts et la vie sociale, c'est-à-dire prévoir au moins deux échanges par jour, c'est-à-dire même éventuellement ne pas hésiter à solliciter son entourage, amis, voisins, famille. Parfois, on n'ose pas, on se dit c'est eux qui n'ont qu'à appeler, ils n'ont qu'à penser à moi, ils ne m'appellent pas, j'aimerais bien qu'ils m'appellent plus souvent. Soyez clair, s'il vous plaît. Si vous êtes en difficulté, dites-le. Exprimez-vous, il n'y a pas de problème. C'est important aussi, tout le monde ne se rend pas compte que vous êtes en souffrance et en détresse. Donc, dites à votre entourage, ça me ferait plaisir que tu m'appelles un peu plus souvent. Dites-le, parce que je sais que beaucoup de patients se sentent un peu isolés, mais n'osent pas demander, n'osent pas solliciter. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et alors, engagez-vous dans un projet. Si vous avez la possibilité et l'énergie, engagez-vous dans un projet. Mathias, il a commencé à écrire pendant qu'il était confiné. C'est vrai que s'engager dans quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on n'a jamais fait, ça peut être bien. Alors, une nouvelle technique, un art, la méditation, le dessin, ranger ses armoires qu'on n'a pas rangées depuis des années, trier ses photos qu'on a depuis 20 ans. Voilà. Il y a aussi, engagez-vous dans des projets qui prennent un peu de temps, qui vont vous occuper un petit peu tous les jours. Initiez des nouvelles choses, en fait. C'est ce que disait Mathias, soyez créatifs, initiez des nouvelles choses qui vont redynamiser un petit peu. Et puis, par rapport à la souffrance et à la difficulté psychologique, là, malheureusement, c'est vrai qu'en situation de confinement, vos professionnels de santé sont sur le pont, sont au front et ne sont pas forcément mobilisables voilà, immédiatement quand vous en avez besoin par rapport à vos questions, à vos difficultés. D'abord, les associations, premier interlocuteur, les associations de patients, eux, appelez-les quand ça ne va pas, quand vous avez besoin de réponses, quand vous avez besoin de ressources. Localement, ils peuvent avoir un réseau, ils peuvent connaître des solutions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pas mal de mes collègues qui travaillent dans les services d'oncologie et d'hématologie assurent aujourd'hui des suivis à distance. D'accord? Donc ça, renseignez-vous aussi auprès de vos équipes, parce que moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui appellent les patients et qui sont tout à fait capables d'assurer quand même un service minimum, si je veux dire, d'accompagnement psychologique à distance. Donc ça, il y a pas mal de centres qui le font aujourd'hui. Donc ça, renseignez-vous auprès de vos équipes. On est certains collègues à proposer cet espace-là, mais il faut dire que c'était pas très, très développé. J'espère qu'après le confinement, on sera beaucoup plus créatif dans les modes de réponse et de prise en charge. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Votre médecin traitant, si vous avez des inquiétudes au niveau de la santé, mais je pense que le médecin oncologue vous répondra aussi là-dessus. La pharmacie, n'hésitez pas, l'équipe officinale, qui est bienveillante en général, qui vous connaît, que vous connaissez, qui est relativement accessible et on a le droit d'y aller avec une attestation. Si vous avez une inquiétude, si vous avez besoin d'être assuré sur quelque chose, de contact, allez à la pharmacie. Ça peut paraître un peu curieux quand on n'a pas forcément besoin d'acheter quelque chose, mais c'est quand même aujourd'hui un lieu d'accueil et qui est relativement, en tout cas, accessible à pas mal d'entre nous, même en milieu rural. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a aussi des questions autour finalement du rôle de l'aidant. Certaines personnes qui accompagnent les malades peuvent être finalement un peu en difficulté pour faire face au stress de la personne malade, à l'anxiété qu'elle a par rapport à sa maladie et souvent toute la réorganisation des soins qui est proposée actuellement à de nombreux patients. Est-ce que vous auriez des conseils pour les aidants ? Alors, les aidants, moi, j'ai effectivement une pensée particulière pour eux ce soir, parce que c'est vrai qu'on parle de confinement, on parle aussi du cancer, donc tout ça, des professionnels de santé, on n'en parlera jamais assez. Mais c'est vrai que les aidants, là, les proches, dans le cadre de ces épreuves, sont essentiels et eux-mêmes en première ligne. Quand quelqu'un tombe malade et a un cancer, c'est toute la famille, c'est tout l'entourage qui tombe malade. Évidemment, on est soi-même impacté, perturbé, inquiet, mais en plus, on ne s'autorise pas forcément à aller mal puisqu'on est une ressource pour les personnes malades. Donc, alors, par rapport à l'inquiétude des patients et à l'angoisse qui peut les déborder actuellement, moi, j'ai déjà envie de dire aux aidants, parfois, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des magiciens. Et vous n'avez pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que parfois, votre proche, même si vous l'aimez, que vous êtes bienveillant, vous essayez tout ce que vous pouvez, que vous voulez bien faire, il y a des moments où vous n'y arriverez pas. Et ce n'est pas grave. Ça s'entend, ça se comprend.
Donc, trouvez les mots. Je vais vous dire, parfois, le patient est dans un tel état qu'aucun mot ne sera le bon. Et il pourra même provoquer certaines réactions que vous aurez du mal à comprendre ou à vivre. Donc, j'aurais envie de dire que quand on se sent un petit peu à bout d'arguments, il vaut mieux pas parler et, on va dire, nourrir le lien différemment. Alors, ça peut être de l'affection, un câlin, un petit café au lit ou réchauffer quelque chose ou faire un petit plat qui fait plaisir, un petit sourire, un petit geste. Bon, c'est un peu tendu, on s'est un peu fâché, mais on rassure sur le lien en passant, on pose la main, on dit à l'autre, écoute, c'est compliqué, mais voilà, je suis là, on est là, le lien il est important et c'est pas grave. Donc, j'aurais envie de dire que parfois, on est à bout d'arguments. Ce qui est important, c'est de dédramatiser, de rassurer sur le lien et puis d'essayer de trouver les ressources auprès des professionnels ou des associations. Hein. Et soi-même, pour les aidants, surtout, n'hésitez pas vous-même à appeler, à demander de l'aide. C'est difficile pour vous en ce moment. C'est tout à fait légitime que vous soyez en difficulté et c'est tout à fait légitime que vous demandiez de l'aide. Hein, et pour aider votre proche, vous devez vous-même vous sentir suffisamment solide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous-même. Merci Merci. Mathias, j'ai l'impression que tu voulais rajouter quelque chose sur les aidants. Ou j'avais entendu une fois quelqu'un qui parlait des aidants comme un marathon en disant il faut prendre du temps parce qu'on se prépare à un marathon et ce n'est pas un sprint. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les aidants? Oui, et puis surtout, être aidant, vous savez, quand on prend l'avion, on a les consignes de sécurité, on vous dit, même s'il y a plus d'oxygène, il faut mettre d'abord l'oxygène à soi, même si vous avez votre enfant à côté, faut mettre l'oxygène à soi en premier pour justement être plus en forme pour pouvoir l'aider. Donc, si vous épuisez votre oxygène en essayant d'aider l'autre sans vous aider vous-même, vous ne pourrez plus aider celui que vous êtes censé aider. Donc, en tant qu'aidant, il faut penser à soi, pas se perdre soi, ne serait-ce que pour bien faire son travail d'aidant. Bon, merci. On va devoir passer au suivant. Alors, je voulais vraiment une nouvelle fois vous remercier pour les messages que vous avez passés. On retient bien donc la positivité, le fait de se donner des challenges ou de créativité, quelles que soient ses capacités, si c'est de l'écriture, de la couture, etc. Mais avoir un but et des rituels. Ne pas hésiter à contacter les associations. Donc, on mettra des liens aussi. Vous avez déjà des associations qui sont organisatrices de cette webconférence, donc vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et puis, bien sûr, avoir des petits plaisirs, des bisous sous plastique, etc., mais qui permettent d'égayer les journées et de continuer à avoir ce lien avec les autres malgré la distanciation sociale. Merci mille fois, c'était vraiment un magnifique duo. Donc là, on va passer au docteur Albigès et au docteur Perret. Merci encore et très belle soirée à vous. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous les deux. Donc, nous accueillons Laurence Albigès et puis dans quelques instants, nous allons accueillir Hélène Perret. Le temps de la contacter au téléphone, Laurence, le docteur Albigès pendant que tu la contactes. Voilà. Comme ça, on sait. Alors, bonjour, docteur Albigès. Donc, le docteur Albigès est oncologue médical à Gustave Roussy à Villejuif. Elle est chef du département adjoint de médecine oncologique et elle travaille plus spécifiquement sur la cancéro-gynéco-urinaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, elle répondra aux questions qui sont plus d'ordre médical liées au cancer et au Covid. Et elle sera en duo donc avec le docteur Perret, qui était là la semaine dernière et qui est virologue à Pompidou. Le docteur Perret est en ligne également. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Bonjour Hélène, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci de vous rendre disponible dans des problèmes, avec plaisir. Voilà, et d'avoir accepté de le faire par téléphone avec l'une comme l'autre, que ce soit Laurence Albigès ou vous-même, avec, on le comprend tout à fait, les exigences qui sont celles auxquelles vous êtes confrontés d'une part, et puis d'autre part, de trouver des solutions pour vous rendre disponible. Merci encore. Pas de souci.
Merci à vous. Alors, quelques questions nous ont remonté un peu en amont. Alors, des questions qui sont redondantes. Donc, par rapport à la semaine dernière, je vous informe qu'il y a un replay qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à réécouter parce qu'on va aller moins en profondeur que ce qui avait été donné la semaine dernière par le docteur Scotté et par le docteur Perret. On nous a quand même redemandé, Hélène, tout ce qui est mesures barrières. Est-ce que, en tant que, alors, quel est le rationnel? Et en tant que patient atteint de cancer, est-ce que ces mesures doivent être encore plus strictes que pour la population générale? Première question. Et deuxième question, tu peux peut-être répondre dans la foulée. Quand on va faire ses courses et l'entretien de la maison, quelle est la conduite à tenir? Parce que dans la littérature, il y a des choses très différentes sur la survie du virus. Voilà. Du virus jusqu'à preuve du contraire est transmise par ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire les postillons que vous allez créer quand vous parlez, quand vous éternuez, vous envoyez plein de micro-gouttelettes en fait dans l'environnement et donc ces micro-gouttelettes sont susceptibles de contenir du virus, donc le SARS-CoV-2 là, le vecteur du Covid-19 et donc d'atteindre les muqueuses de quelqu'un, de la personne avec qui vous parlez ou de la personne voilà, qui se trouve à proximité de vous. On considère qu'il y a contact étroit entre deux personnes. Quand deux personnes se parlent à moins d'1 mètre, 1,50 m, pendant plus de 15 minutes, et ceci sans masque chirurgical. C'est-à-dire que quand vous portez un masque chirurgical, vos gouttelettes sont arrêtées par ce masque chirurgical, et donc les gouttelettes ne peuvent pas atteindre la personne avec qui vous parlez. Ces gouttelettes, en fait, elles vont potentiellement, si jamais vous n'avez pas de masque, potentiellement atteindre les muqueuses de la personne avec laquelle vous parlez, donc les yeux, le nez, la bouche. C'est pour ça qu'en se protégeant avec un masque, et pour ce qui est des soignants, des lunettes quand ils font des gestes invasifs un peu importants sur des patients suspects Covid-19, de protéger ces muqueuses. L'autre vecteur, au-delà de quand vous parlez avec quelqu'un et quand vous êtes en conversation, c'est pour ça qu'on a mis en place cette distanciation sociale pour éviter justement ces contacts étroits. Au-delà de ça, on sait qu'il y a un autre vecteur qui est tout aussi important, qui est en fait la transmission par les doigts. Pourquoi? Parce que quand vous allez parler, quand vous allez éternuer, quand vous allez tousser, potentiellement, il va y avoir du virus qui peut se déposer sur une surface inerte. Et donc, avec la main, si la surface n'est pas désinfectée entre-temps, ce virus peut rester, on sait, quelques heures vivant, entre guillemets, sur cette surface inerte, sans pouvoir se multiplier. Encore une fois, je rappelle, un virus est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire. Donc, il est obligé d'infecter une cellule pour pouvoir se multiplier. Donc, s'il se retrouve par l'intermédiaire de ces gouttelettes, de cet éternuement sur une surface inerte, il y aura toujours 2 ou 3 heures après la même quantité de virus. Mais par contre, il sera potentiellement encore vivant si jamais vous n'avez pas désinfecté cette surface. Et là, donc, à ce moment-là, vous passez la main sur cette surface et vous vous retrouvez avec du virus sur les mains. Et on se rend pas compte, mais on se touche presque une dizaine de fois le visage par heure, très souvent, sans s'en rendre compte. On se frotte l'œil, on se gratte la bouche, on se gratte le nez, et c'est par cet intermédiaire-là que le virus peut également être transmis. Tout l'intérêt de se laver les mains hyper fréquemment ou de se passer les mains au gel hydroalcoolique qui vont permettre de détruire les particules virales. Ce virus, c'est un virus qui est sensible à ces gels hydroalcooliques et qui est très sensible au solvant, donc au savon. Le savon est aussi efficace que ces gels hydroalcooliques. Après, on n'en a pas tout le temps avec soi, on ne peut pas tout le temps se laver les mains quand on n'est pas forcément chez soi, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser également ces gels hydroalcooliques. Donc quand vous sortez faire vos courses, quand vous sortez à l'extérieur, il faut faire attention aux boutons d'ascenseur, il faut faire attention aux poignées de porte, il faut faire attention à la machine à carte bleue, parce que potentiellement, il y a quelqu'un avant vous qui a pu passer, tousser dans sa main parce qu'il n'est pas très prudent, et déposer du virus sur ces endroits-là. C'est pour ça qu'il faut y avoir vraiment une hygiène très stricte et une mesure barrière très importante aussi par l'intermédiaire de ses mains, et non pas uniquement avec le port du masque quand vous parlez, quand vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.
Juste une question à propos. Pour ce qui était des courses, c'est un virus qui est, comme la plupart des virus, et ça a été démontré, c'est un virus qui est sensible à la chaleur. Donc, aux températures de cuisson, il y a de toute façon une destruction du virus. Alors après, évidemment, pour tout ce qui est fruits et légumes, il faut les laver, mais ça, c'est une habitude d'hygiène classique. Et il faut être assez strict là-dessus. Et je vous dis, si vous prenez en charge les mesures barrières, notamment de lavage de mains, en faisant très attention que vous, par le côté manuporté, vous ne contaminez pas vos aliments et les produits que vous touchez, il n'y a pas de raison particulière à être plus affolé que ça. Et il y avait la première question qui était, est-ce que vous êtes plus susceptible, vous devez faire plus que les autres par rapport à ces mesures barrières? Non, vous devez faire comme les autres. En tant que patient atteint d'un cancer ou en rémission ou guéri d'un cancer, vous n'avez pas en fait plus de susceptibilité à être infecté par ce virus. C'est-à-dire qu'on a tous la même susceptibilité à être infecté parce qu'on peut être tous en contact avec ce virus. Là où ça va être plus compliqué, c'est si vous êtes sous traitement anticancéreux, ça peut diminuer vos défenses immunitaires et donc vous n'allez pas être plus susceptible à l'infection par le virus, mais potentiellement plus susceptible à la gravité des symptômes. C'est-à-dire que vous ferez potentiellement une infection plus cognée qu'une personne qui ne serait pas ce qu'on appelle immunodéprimée et qui n'est pas sous traitement immunosuppresseur entre guillemets. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je peux, Laure? Laurence, on parlait des traitements. Il y a eu pas mal de questions par rapport à l'hormonothérapie, à l'immunothérapie, à la chimiothérapie. Alors, elles ne peuvent pas être traitées toutes d'un coup. Peut-être que vous allez les… est-ce qu'il y a des traitements qui sont susceptibles d'être… pour lesquels il faut faire plus attention quand on est sous traitement particulier? Alors, les traitements, très clairement, la chimiothérapie va induire une diminution des défenses immunes, ce qu'on appelle une lymphopénie, qui du coup va diminuer les défenses des patients. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on sait qu'il peut, s'il y a infection, y avoir des symptômes plus sévères. Donc il y a des précautions, mais bien les mesures barrières sont les mêmes. Vraiment des précautions à prendre pour éviter l'infection. Pour tout ce qui est immunothérapie, hormonothérapie, on n'a pas trop de données à l'heure actuelle épidémiologiques qui nous permettent de dire que chez ces patients, il y aurait des symptômes plus graves en cas d'infection. On sait qu'ils ne sont pas immunosuppresseurs comme les chimiothérapies, mais restons prudents. Ce sont quand même des traitements qui peuvent impacter la réponse immune, notamment les immunomodulateurs. Donc, les précautions barrières restent les mêmes pour tous pour éviter en effet le contact avec le virus et l'infection. Oui, et c'est là que vos oncologues, en fait, ont aussi fait preuve d'adaptabilité, d'adaptation, je pense, comme vous, dans votre confinement. En gros, les professionnels de santé, dès qu'on a eu l'information de cette épidémie et également peut-être, on le disait, de la susceptibilité des patients atteints de cancer en cours de traitement de développer des formes plus graves, qu'il a été décidé de réfléchir individuellement sur chaque traitement et de voir comment il fallait adapter les choses. Et ça, je crois que c'est important de comprendre qu'il y a eu un vrai travail de la part des chirurgiens, de la part des radiothérapeutes, des oncologues médicaux pour statuer sur quels sont les traitements qu'on considère il faut encadrer. Et on parlait des chimiothérapies à l'instant qui peuvent pour certaines faire baisser le taux des globules blancs, notamment des lymphocytes ou des polynucléaires neutrophiles. Et comment on essaie d'encadrer certaines de ces chimiothérapies avec des facteurs de croissance pour moins exposer les patients et les patientes à des risques de baisse de leurs globules blancs en particulier. Et puis, il y a eu une réflexion sur se dire, il y a peut-être des traitements qu'on peut se permettre de modifier dans le sens où, oui, au lieu de venir toutes les semaines, on peut passer à un intervalle de toutes les 3 semaines pour diminuer ce risque de contamination qui serait lié à des allers-retours, parfois les transports, la venue à l'hôpital. Et donc, il y a eu un travail aussi de se dire peut-être qu'il faut changer un peu le programme de soins pour diminuer les allers-retours. Et puis, il y a des traitements dont on considère qu'ils ont des demi-vies longues, c'est-à-dire qu'ils restent de façon très prolongée dans l'organisme et où on peut se permettre de sauter une injection ou de surseoir à une injection. Et comme c'était évoqué à l'instant par le Dr Perret, on considère à l'heure actuelle aussi, pour l'hormonothérapie que
il n'y a pas de risque de chute des globules. Donc, même si les données, pour l'instant, sont encore en train d'être générées, il n'y a pas de sur-risque. Et puis, pour l'immunothérapie, puisque c'est vraiment une question qui remontait effectivement, que la demi-vie de ces traitements permet d'espacer les injections. On peut passer de toutes les 3 semaines à toutes les 6 semaines, par exemple, sachant qu'on gardera le bénéfice oncologique, c'est-à-dire le fait que le traitement soit actif dans l'organisme. Et donc, c'est vraiment ça qui s'est passé dans les différents établissements, que ce soit l'hôpital européen Georges Pompidou, par exemple, là où travaille le docteur Perret, nous à Gustave Roussy. On a repensé notre organisation pour essayer de diminuer les risques d'exposition pour nos patients, tout en gardant un traitement oncologique qui soit satisfaisant. Alors, moi, je vous entends beaucoup plus. de questions. Alors, Hélène, c'est à vous. Alors, c'est sur par rapport j'ai pas entendu la suite de la question là. Je suis par rapport à ce que disait ma consoeur, je suis tout à fait d'accord que chaque traitement doit être en effet évalué au cas par cas par rapport à une potentielle influence sur les défenses immunes, et ça les oncologues savent très bien ce qu'ils font. Je pense qu'en effet dans certains cas les traitements peuvent être différés s'il y avait clairement un impact délétère et c'est évidemment à évaluer au cas par cas pour ces traitements par chimiothérapie, et comme ma consoeur le rappelait, pour ce qui est ce que je disais tout à l'heure, hormonothérapie et immunomodulateur, on n'a pas assez de données pour l'instant pour dire que il y a un impact. Après c'est tout, et même les chirurgies sont à réévaluer en termes de degré d'urgence pour éviter au maximum aux patients fragiles de faire ces allers-retours qui pourraient évidemment les confronter et les exposer à un surrisque d'infection. Alors, il y a une question, je crois, qui vient des différents participants et que Laure va exprimer. Laure, c'est à toi. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions autour des masques et plus globalement aussi de ces masques. Finalement, il y a plusieurs catégories. Pour les patients, j'allais dire, qui ne sont pas en risque actuellement particulier, est-ce qu'il faut porter des masques en tissu pour aller faire ses courses, etc. Et pour ceux qui doivent venir à l'hôpital faire des traitements, est-ce qu'il y a un équipement qui est préconisé? Et également, quand je rentre à la maison après les traitements, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour enlever ces masques ou changer de vêtements, les laver tout de suite? Enfin, quelles sont les préconisations pratiques? Alors, en effet, il y a différents types de masques. Il y a les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Les masques chirurgicaux sont des masques qui vont permettre de protéger contre ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fludge, en fait, les gouttelettes. Les gouttelettes vont être arrêtées par ce masque chirurgical et la personne qui est potentiellement infectée va du coup ne pas transmettre ces gouttelettes à une personne non infectée. À côté de ça, il y a les masques FFP2 qui permettent d'arrêter les particules virales elles-mêmes en cas d'aérosolisation du virus. Ce qui est recommandé pour le moment, c'est l'utilisation de masques FFP2 que dans des cas de gestes invasifs. En fait, pour le personnel soignant, dans des cas de gestes invasifs, d'intubation de patients connus Covid-19+, parce que au moment de ces gestes invasifs, il y a une potentielle aérosolisation du virus et donc une infection potentielle via cette aérosolisation. Et même au moment où en fait on fait le prélèvement nasopharyngé pour aller essayer de prendre du virus au niveau du nasopharynx, au niveau du nez, avec une possibilité aussi de cette aérosolisation du virus. Il y a des données à l'heure actuelle qui sont en train de sortir comme quoi le virus pourrait être transmis par des aérosols qui ne sont pas confirmés. Il y a quelques données qui allaient dans ce sens-là, mais qui ne sont pas confirmées. Et pour l'instant, les recommandations de l'Agence régionale de santé en France, c'est clairement une transmission par gouttelette, donc soit par le fludge, par les postillons, soit par les mains contaminées par ces postillons. Et donc, le masque chirurgical est suffisant. Alors après, est-ce que vous devez le porter en permanence? C'est pas forcément extrêmement simple de porter en permanence un masque chirurgical. Un masque chirurgical
l'hôpital a une durée de vie de 4 heures, c'est-à-dire qu'il faut le changer toutes les 4 heures pour qu'il soit efficace. Et dès qu'il est humide, il faut le changer. Donc quand vous sortez, vous pouvez très bien porter un masque, mais si vous respectez la distanciation sociale, c'est-à-dire que si vous ne vous approchez pas à plus d'1,50 m, mais si vous ne parlez à personne, il n'y a pas de raison de porter un masque, mais ça peut potentiellement vous rassurer, donc dans ce cas, faites-le. Encore une fois, je vous le répète, les dangers sont plus, je pense, dans le boîtier de la carte bleue sur lequel on fait son code, le bouton d'ascenseur, la porte qu'on ouvre, et c'est plutôt via les mains où il faut être extrêmement prudent. À l'hôpital, quand vous vous rendez à l'hôpital, normalement, l'ensemble des soignants maintenant portent un masque chirurgical dans la prise en charge de leurs patients, et que ce soit de l'agent même, des agents administratifs, des agents de sécurité jusqu'aux médecins, portent des masques chirurgicaux. Et donc, de ce fait, si eux-mêmes étaient infectés et qu'on n'avait pas détecté, donc asymptomatique, sans symptômes, parce qu'autrement, dès qu'un personnel hospitalier a des symptômes, il est testé pour savoir s'il n'a pas le Covid-19. S'il porte ce masque, il vous protège, parce qu'il ne peut pas vous transmettre ces fameux, justement, postillons qui seront arrêtés par son masque chirurgical. Donc après, c'est une question aussi relative d'anxiété, d'angoisse qui, moi, vraiment, il y a vraiment une notion, je pense, vraiment plus par les mains, où il faut être vraiment très vigilant de ce point de vue-là. Après, si la distanciation sociale est respectée et que voilà, il n'y a pas de contact étroit, je vous rappelle encore une fois, c'est moins d'1 mètre, plus de 15 minutes sans port de masque dans une conversation avec quelqu'un, moins d'1,50 m, il n'y a pas vraiment d'obligation à porter un masque pour les personnes, tout venant, entre guillemets. Oui, donc comme le disait le docteur Perret, je pense que les hôpitaux se sont réorganisés. Vous voyez, moi, je suis encore à l'hôpital, donc j'ai mon masque ici, qui est un masque chirurgical. Les patients, à l'entrée de Gustave Roussy, je suis seule dans la pièce, à l'entrée de Gustave Roussy, on leur propose bien sûr une solution hydroalcoolique, et tout le monde porte un masque chirurgical pour diminuer ces risques d'exposition. Et je crois vraiment que, encore une fois, là, les établissements soignants se sont organisés pour diminuer les risques pour les patients qui ont besoin de venir pour leur traitement et qui ont besoin de pouvoir être pris en charge dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et puis, on a évoqué tout à l'heure dans la réorganisation, notamment avec Karen, les possibilités de suivi téléphonique. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important, de pouvoir offrir des suivis téléphoniques chez certains patients pour diminuer les venues à l'hôpital, en particulier les patients qui ont des thérapies orales et qu'on peut se permettre de suivre par téléphone pendant cette période. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois avec le fil que le nombre de questions ont diminué par rapport justement à la réassurance que la décision d'un report de traitement, alors vous m'arrêtez, je reformule, ou d'examen avait été une décision collégiale et qui n'allait pas avoir d'impact sur le cancer par rapport au risque de Covid. Donc ça, merci beaucoup. Madame Adbiger, j'ai 2 questions pour vous qui avaient été remontées et que j'ai vues aussi sur le fil. La première concerne la nutrition et l'activité physique. Nous sommes en confinement avec en plus à Paris là, une diminution des plages d'activité physique depuis aujourd'hui. Covid, cancer, nutrition, activité physique. Alors, il n'y a pas de normes. On sait bien que les patients ne sont pas tous avec le même état général. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques ou des liens de référence? Non, mais c'est très intéressant comme question. Je pense que c'est important d'être sensibilisé à ces questions-là. Aussi bien pour lutter contre une infection que dans l'accompagnement pour un traitement de cancer, il faut que les patients et les patientes puissent avoir des règles d'hygiène, hygiéno-diététique, aussi bien en alimentation, en activité physique, même dans cette période de confinement. Et c'est là que les nouvelles technologies, et notamment les associations, aident aussi beaucoup nos patients en proposant des accompagnements à distance, des activités à distance. Et ça existe. Les hôpitaux, mais surtout, je le disais, les associations peuvent proposer des choses. Et j'encourage les patients et les patientes qui sentent qu'ils sont en diminution d'activité à se faire accompagner sur ce plan-là, parce qu'il y a la possibilité d'être coaché, on en parlait tout à l'heure, pour passer cette phase-là et garder une bonne activité physique. Et puis aussi, effectivement, faire attention à garder une alimentation qui soit saine et équilibrée, sans carencer, côté vitamines, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Il y a aussi une question par rapport au stress. Forcément, le confinement, la période d'incertitude
entraîne du stress et beaucoup de femmes se posent la question entre une corrélation entre stress et augmentation de marqueurs, etc. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que la littérature dit quelque chose dessus? Alors, votre question, c'est aussi stress dans cette situation de confinement. Vous imaginez bien qu'on n'a pas de données là-dessus. Et c'est tout un pan de la médecine là, qui est de se dire l'influence du stress, du psychique sur l'évolution des cancers. Je pense que, sincèrement, là, il faut revenir sur la priorité d'aujourd'hui, qui est comment bien vivre cette situation assez exceptionnelle d'être confiné avec le stress d'une maladie qui peut exister ou qui a existé et qui est en rémission. Et je crois que c'est plutôt ça, ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on est en train de faire, avoir des témoignages, des conseils, c'est à mon avis ce qui permet de dépasser ces situations et d'être accompagné, notamment sur ces parties de stress. Laure, est-ce que tu avais une... Oui, une question en fait à la fois qui vient de nos réseaux et puis de certaines questions du fil. Finalement, on commence à envisager, à réfléchir au déconfinement. Est-ce qu'on peut imaginer que les qui sont actuellement en traitement on va dire, restent fragiles par rapport au risque Covid à l'issue de ce confinement? Est-ce que vous imaginez déjà un petit peu comment ça peut, quelles seront les précautions, ou est-ce que, par exemple, ils seront prioritaires pour un éventuel vaccin ou pour être testés? Est-ce que vous avez un peu des débuts de réponse sur ces questions qui commencent un peu à nous tarauder? Alors, peut-être que Hélène va vouloir donner un point de vue virologique sur ce point d'abord, et puis je peux rebondir sur le cancer. Alors, la question du déconfinement. Alors déjà, il n'en est pas question pour le moment. On est là à une phase de plateau. Ça a été très compliqué la semaine dernière en termes d'affluence et de capacité des lits de réanimation qui étaient tous pleins, et tous les hôpitaux, en particulier, on l'a vu dans le Grand Est, en Ile-de-France, sont montés en charge pour le nombre de possibilités de lits de réanimation qui ont été extrêmement vite pleines. On voit très clairement un impact positif. Donc merci à tous, vraiment. Je pense que les personnels soignants sont reconnaissants de ce confinement. Enfin, depuis le milieu de semaine dernière, les réas sont pleines, mais on a moins d'afflux de patients, et nous, on voit en termes de détection par RT-PCR une diminution des positifs. Le problème de ça, c'est que forcément, oui, on a mis en place le confinement, donc on a évidemment diminué la circulation du virus, on l'a vraiment fortement réduite, et donc il y a moins d'infections. Jusqu'ici, tout va bien et on en voit l'impact. Le problème du déconfinement, c'est comment va-t-il se gérer? Parce qu'en effet, dès qu'on va déconfiner, la circulation du virus va potentiellement reprendre avec de nouveau un pic d'infection qui pourrait être très compliqué à gérer. Donc il y a beaucoup de gens là qui sont en train de se creuser la tête pour savoir comment faire au mieux ce déconfinement. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a le scénario de savoir, parce qu'on n'a aucune idée à l'heure actuelle réellement, vu qu'on teste que les patients qui sont symptomatiques et hospitalisés, on n'a pas réellement d'idée du nombre de personnes, et il y en a, on le sait, qui ont été en contact avec le virus, mais totalement asymptomatiques, et donc en fait, qui ont fait des anticorps, qui ont fait une réponse, qui sont maintenant protégés contre le virus, mais qui ne le savent même pas. Donc ça, on pourrait le déterminer par des tests sérologiques qui pourraient nous permettre de savoir quel est le niveau d'immunité de la population, mais il faudrait le faire à large échelle et faire des modèles qui pourraient nous prédire du pourcentage d'immunité. Le problème, c'est que si ce niveau d'immunité est très bas, ça veut dire que potentiellement, dès qu'on va ressortir, le virus va recirculer et infecter des gens. Donc ça, il faut arriver à atteindre un niveau d'immunité collective d'environ 50% pour se permettre de dire que le virus arrêterait de circuler et que l'ensemble de la population en serait protégée. Ça va dépendre des premières études avec les tests sérologiques qui ne sont pas encore tous validés, et il y en a beaucoup qui sortent d'ailleurs et qui ne sont pas du tout fiables. Donc je vous somme d'être prudent finalement, notamment des labos privés qui permettent de faire des tests sérologiques dès maintenant alors qu'ils n'ont aucune validation réelle scientifique. Donc nous, on est en train de le faire avec la collégiale de Viro pour essayer d'évaluer ces tests et être sûr du résultat qu'on rend. Donc ça nous permettra d'avoir le niveau d'immunité générale et de dire, ok, on a 5%
ben, on est quand même très loin de l'immunité collective. Donc, si on a 5% d'immunité globale, il va falloir en effet sûrement passer soit par déconfinement par région, donc petit à petit là où le virus circule le moins, ou potentiellement par tranche d'âge. Je pense que c'est vraiment il y a aucune décision prise parce qu'on n'en est pas du tout encore là, mais potentiellement se dire par tranche d'âge avec un déconfinement dans un premier temps des personnes les moins à risque, donc plus jeunes, sans comorbidité, pour lesquelles le virus recirculerait et donc il créerait une immunité, puis essayer d'aller jusqu'aux personnes les plus fragiles. Mais encore une fois, ce sont des scénarios hypothétiques qu'on peut imaginer connaissant la circulation du virus, mais qui ne sont pas du tout encore arrêtés à l'heure actuelle, parce que de toute façon, la question du déconfinement pour le moment ne se pose pas, parce qu'on est à un pic, mais un pic en plateau qui, pour l'instant, va durer un peu. Voilà, je crois que c'est... Merci beaucoup. Alors, on voit l'heure tourner. Vous nous avez déjà donné beaucoup de votre disponibilité sur le fil. Je ne sais pas si vous avez accès, mais il y a beaucoup de remerciements sur la clarté de vos explications, sur votre disponibilité. Madame Albigès, vous voyez beaucoup de patients, patientes atteintes de cancer. Est-ce qu'il y a des questions qui aujourd'hui, ou des réponses plutôt, auxquelles vous répondez de façon quotidienne, qui n'ont pas été posées aujourd'hui et qui pourraient être utiles à la communauté qui est face à nous aujourd'hui pour pouvoir conclure, s'il vous plaît? Oui, en fait, ça rebondit sur cette question qu'on a évoquée de tester les personnes. Les patients demandent beaucoup, est-ce que je peux être testé? Et je crois qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, ce que l'on fait, c'est des tests de PCR pour détecter le virus, mais ce qu'on aimerait avoir comme information, c'est vraiment ces sérologies que le docteur Perret évoquait et dont on a besoin pour savoir si une immunité existe. Et c'est ça qu'on a envie de pouvoir proposer à nos patients atteints de cancer, c'est les sérologies quand elles seront disponibles. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de déconfinement, on suit les recommandations des autorités de santé et elles sont en train de travailler sur nous mettre dans une situation où les patients, les personnes à risque, les personnes qui sont atteintes de cancer puissent, à terme, être déconfinées dans des situations de sécurité satisfaisantes et on l'espère en utilisant les sérologies pour cela. Super. Merci. Un message clé de la part d'Hélène, du docteur Hélène Perret, peut-être? Un message clé, honnêtement, je pense que l'hygiène est la principale des barrières contre ce virus. Et notamment, on a tendance à l'oublier, je le répète, via les mains en fait. Tout le monde veut un masque, mais on ne se rend pas compte qu'il y a aussi une transmission très importante via les mains. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Comme je l'avais dit la semaine dernière, on est vraiment tous extrêmement reconnaissants envers vous tous pour votre disponibilité et pour le temps que vous accordez à vos patients en ce moment. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde, et comme l'a dit aussi Mathias, que tous les petits gestes qui montrent notre solidarité sont importants. Donc, à 20h, n'oublions pas d'aller sur nos balcons et d'applaudir, de dire aux soignants qu'on les aime, comme dit Mathias. Voilà. Et nous intégrerons dans le questionnaire de satisfaction une question sur l'après, justement, pour évaluer le niveau d'anxiété et de bien-être par rapport à ce confinement. Mille merci à tous et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.